Sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, cette semaine à Sans détour, on reçoit Kim Auclair pour parler des subventions pour les entrepreneurs en situation de handicap. On reçoit également Mme Annie-Danielle Grenier, qui est accompagnatrice, conférencière et autrice pour parler de télétravail. Et on termine l'émission avec la revue de presse. Bonne émission! On rejoint maintenant Mme Kim Auclair pour nous parler d'une subvention fédérale pour les entrepreneurs en situation de handicap. Bonjour, Mme Auclair. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va bien, merci. Donc, le gouvernement fédéral a annoncé dernièrement une subvention pour les entrepreneurs en situation de handicap, mais vous disiez en fait que le nom était un peu porté à confusion. Ce serait plutôt donc une subvention pour les entreprises qui souhaitent engager des personnes en situation de handicap. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu une première nouvelle qui a été annoncée. Et oui, le titre portait à confusion. Donc, dans le fond, ça disait qu'il y avait du financement, un soutien pour les entrepreneurs en situation de handicap. Et étant donné que c'est une demande est assez rare comme titre, un soutien précis comme ça. Donc, la communauté, quand je l'ai partagé, ont toutes réagi positivement. Mais lorsque la nouvelle a été annoncée, dans le fond, la nouvelle annonçait un communiqué de presse, annonçait plus de précision. Donc, lorsqu'ils ont sorti la nouvelle officielle, eh bien, finalement, c'était un financement pour financer une recherche en lien avec des initiatives de soutien pour les entrepreneurs en situation de handicap. Donc, c'était pas une aide précise, mais c'était plus une aide financière à une entreprise qui va s'occuper de la recherche. Malheureusement, j'ai essayé de rejoindre l'entreprise, j'ai essayé de créer des discussions aussi. Donc, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations à vous donner à ce sujet-là. C'est simplement que c'est un besoin auprès des entrepreneurs qui ont décidé de prendre des voies différentes pour combler le manque, en fait, d'ouverture pour certains emplois lorsqu'on a un handicap. Donc, la nouvelle a été prise vraiment comme enfin une aide concrète, mais c'est pas une aide concrète, malheureusement. C'est beaucoup plus un financement pour une recherche qui, espérons, amènera des aides. En fait, ce que je comprends, c'est que l'entreprise a déjà été choisie, puis l'entreprise, elle, va faire une recherche pour essayer de comprendre les enjeux par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap et entrepreneurs. Oui, effectivement. OK, parfait. C'est un financement qui vient de Femmes Égalité du Canada. Donc, dans le fond, ils vont financer cette entreprise-là pour qu'elle trouve, qu'elle s'intéresse. Et c'est bon signe, en fait, parce que moi-même, je fais partie d'une équipe de recherche en lien avec l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut modifier les aides actuelles pour qu'elles reçoivent mieux les personnes en situation de handicap qui les approchent pour des aides financières comme les banques. Si une personne aveugle les approche, faut pas que cette personne-là, le banquier, s'arrête
au premier regard d'une personne. Donc, il y a déjà une recherche en cours, mais beaucoup plus générale. Alors, le fait qu'il y ait une autre recherche pour documenter les femmes entrepreneurs en situation de handicap, puis développer des initiatives pour les mettre en valeur, c'est une très bonne nouvelle, en fait. On espérait juste avoir une aide un petit peu plus concrète, mais là, on peut dire qu'il y a deux recherches qui vont sûrement se croiser en cours de route, puis ça va se faire bouger les choses, espérons-le. Effectivement, la recherche est toujours une bonne chose dans l'optique où ça permet de mettre de l'avant des enjeux. Par contre, vous l'avez dit, il y a des besoins au niveau des entrepreneurs en situation de handicap qui n'ont pas, là, à ce que j'en comprends, de subventions spécifiques pour ces personnes-là à l'heure actuelle. Oui, effectivement. Puis moi, j'ai pu le voir aussi. Il n'y avait pas beaucoup de données. C'est toujours une question de données et de sensibilisation, vous l'avez bien dit. Donc, des fois, on n'est juste pas prêt à recevoir ces données-là, ces chiffres-là. Mais ce que ça envoie comme message, c'est que oui, on commence à s'y intéresser. Mais les premiers résultats de la recherche dont j'ai fait partie le prouvent. Oui, il y a clairement un besoin qui n'est pas compris. Ou les programmes adaptés, par exemple, de start-up qui existent, il y en existe beaucoup. Ce pas des programmes qui sont nécessairement adaptés aux besoins d'apprentissage, par exemple, d'une personne autiste qui apprend d'une certaine façon, retient les informations d'une certaine façon. Donc, c'est pas adapté. Et on peut penser à une personne sourde qui parle juste la LSQ, la langue des signes québécois, combien de programmes ne sont pas adaptés à sa réalité. Alors, c'est déjà un bon signe que, oui, il y a des données qui doivent sortir, puis c'est très bien qu'on s'y intéresse. Et comment on fait pour être plus inclusif pour les entrepreneurs en situation de handicap? Vous donnez exemple, par exemple, des personnes autistes. En quoi on peut être, en quoi les aider mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider mieux? Oui, bien, en fait, c'est adapter le style d'apprentissage. Donc, moi-même, ça piquait ma curiosité. J'ai décidé de mentorer une personne autiste à démarrer son entreprise. Et dans les dernières semaines, et elle me disait justement que lorsqu'elle avait suivi un cours de lancement d'entreprise, on lui transmet trop d'informations à la fois, alors que ces personnes-là ont besoin d'une tâche à la fois et de savoir qu'est-ce qu'elles font. Donc, une fois qu'un apprentissage est fait et transmis, comment est-ce qu'on peut l'aider à la mettre en pratique, puis comment est-ce qu'on peut la faire sentir qu'elle progresse dans cet apprentissage-là. Alors, ça demande d'être plus lent puis de lui donner des tâches très précises. Donc, les formateurs, malgré, j'imagine, leur bon vouloir, ne s'adaptent pas bien à la façon d'apprendre de personnes en situation de handicap ou ont peut-être pas la formation nécessaire pour comprendre comment interagir avec une personne qui a une situation de handicap. Oui, en fait, c'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça prend énormément dans l'action. C'était important pour moi de tester cette formule-là. En fait, quel genre d'accompagnement. Donc, j'ai eu 2 autistes avec moi. Et un, par exemple, me demandait pour un contrat de 3 pages, résume-moi ça comme si je serais un enfant de maternelle. Oui. En une seule page de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. L'autre que j'ai accompagné aime bien recevoir des différentes notes pour prendre énormément de notes, mais n'apprendra pas tant et aussi longtemps qu'elle a mis en action ça. Puis elle veut qu'on y aille vraiment de façon progressive. Je dois lui dire exactement qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, il faut que je laisse une place à c'est pas moi qui ai la réponse pour toi, c'est toi qui as la réponse pour toi. Donc, j'essaie tout le temps de la stimuler et elle me le dit clairement aussi. Pour que ça marche, elles ont besoin de sentir qu'on est avec elles. Oui. Qu'on est derrière elles. Donc, c'est pas je te transmets l'information et bye. Non. Elles ont besoin de y aller progressivement puis de parler à quelqu'un. Tout simplement. Donc, ça demande, oui, peut-être plus de patience, tout ça, mais moi, je le vois, le résultat
avec une que j'accompagne actuellement. Je fais ça vraiment pour mon apprentissage à moi-même, là. Mais c'est en même temps, c'est en lien avec la recherche sur l'entrepreneuriat que je suis en train de faire et l'émission Capable aussi, où j'interviewe plusieurs entrepreneurs en situation de handicap. Et ce que je comprends, en fait, c'est que ça prend un accompagnement peut-être un petit peu plus serré et peut-être moins de théorie pour ces gens-là également. Exact. Et là, évidemment, on parle de ce type d'handicap-là, de personnes qui sont peut-être autistes. Évidemment, quand on parle de différents handicaps, bien sûr, ça demande aussi un accompagnement qui peut être différent. Donc, il faut personnaliser à chaque besoin de personne, mais on comprend bien quand même que l'entrepreneuriat en ce moment est mal adapté, peut-être très carré pour les types d'handicap de personnes entrepreneurs. Est-ce que il y a beaucoup de gens en situation de handicap qui sont entrepreneurs? Oui, bien en fait, c'est environ, j'ai pas des chiffres devant moi, j'aurais aimé ça vous donner quelques chiffres de la recherche, mais oui, on peut dire qu'il y a environ 2% d'entrepreneurs sur les entrepreneurs normales qui vont être en situation de handicap. Et là, je parle d'une situation de handicap visible ou invisible parce que ici, le mot handicap, ceux qui sont handicap visibles vont s'identifier plus rapidement, mais il y en a beaucoup qui ont des handicaps invisibles et ne font pas le lien aussi avec certains aspects de leur vie, tout ça. Donc, ils ne s'identifient pas tout simplement au mot handicap. Donc, il n'y a pas de chiffre exact, mais je peux dire qu'il y a environ 2% des entrepreneurs actuels qui sont en situation d'handicap. Et 2%, c'est souvent des personnes, oui, moi j'en connais en paralysie cérébrale et tout ça, et ils vont faire beaucoup de télétravail. Et c'est des personnes qui ont su s'entourer très tôt, donc toutes les qualités d'entrepreneurs normales, des personnes aveugles aussi qui ont une entreprise. Alors, c'est tout à fait possible, mais faut qu'elle soit bien entourée, bien soutenue. Qu'est-ce que ça apporte comme avantage d'être entrepreneur lorsqu'on a un handicap? Si on annonce si on a un handicap, non, je veux dire, en quoi être entrepreneur, ça peut aider les personnes en situation de handicap? Pourquoi choisir le fait d'être entrepreneur plutôt que d'être à l'emploi d'une entreprise de façon plus traditionnelle? En fait, c'est une solution. Donc, c'est pour dire, moi, je trouve que c'est de l'entrepreneuriat inclusif. L'entrepreneuriat inclusif, on parle beaucoup de s'il y a des entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap, sont sensibilisées. Mais ça se peut que les entreprises ne soient pas rendues là puis ne veulent pas prendre tout le temps que ça prend pour adapter puis réellement intégrer. Là. Alors là, c'est les personnes en situation de handicap qui viennent créer des entreprises qui répondent à des solutions réelles de leur quotidien et tout ça. Alors, c'est des entrepreneurs purs, c'est sûr qu'il faut bien les encadrer, mais c'est des gens qui ont des solutions à des problèmes réels et qui viennent un peu... c'est un peu le message qu'on leur envoie. C'est une autre possibilité pour eux de gagner des revenus parce qu'il y a beaucoup d'aides pour eux qui ont été coupées. Donc, c'est pas toutes les personnes en situation de handicap, mais une bonne partie, ceux qui veulent être contribués, ont cette possibilité-là de se lancer. Et souvent, c'est un manque de modèles. Alors, le fait de présenter différents modèles avec des parcours différents, c'est tout à fait utile pour ces personnes-là. Et il y a deux choses qui me viennent en tête. D'abord, vous l'avez dit un peu, ça peut être difficile là, pour une personne en situation de handicap de trouver d'emploi. Donc, c'est peut-être une façon de se faire d'emploi à soi-même, de pouvoir avoir des revenus si intégrer le marché d'emploi est plus difficile pour nous. Et il y a peut-être aussi une flexibilité qui vient avec le fait d'être entrepreneur qui est positive là, pour certaines personnes en situation de handicap. Donc, je suis pas certaine d'avoir compris les deux questions en même temps, mais je vais essayer de mieux répondre. Donc, en fond, je crois avoir compris que vous avez dit, ce serait quoi les subtilités, la grande différence entre l'entrepreneur normal et l'entrepreneur en situation de handicap?
En fait, je demandais si ça apportait de la flexibilité, le fait d'être entrepreneur plutôt que d'être en entreprise. Ah oui, ben oui, moi je trouve que c'est, surtout si tu entreprends à temps partiel, donc c'est une façon de montrer ce dont tu es capable. Donc, c'est une façon de montrer ta débrouillardise autrement. C'est une façon de montrer ce qu'on peut accomplir. C'est sûr que ça peut être une crédibilité de plus, effectivement, à montrer qu'est-ce que tu as accompli, puis si c'est collé avec le domaine dans lequel tu veux travailler, ben c'est encore mieux. Ça va être une façon de créer des propres opportunités. Donc, quand on parle d'entrepreneur, ça peut être un entrepreneur sur les réseaux sociaux qui crée du contenu, ben ça t'attire des opportunités, ça te rend crédible auprès de certaines organisations. Tu vas être appelé à faire des conférences. Donc, c'est ça un peu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est de montrer à ces personnes-là qui ont souvent été oubliées sur plein d'aspects que il existe une autre voie pour de se réussir, de se stimuler, mais évidemment, il faut une certaine base. Mais pour en avoir vu qui n'avaient pas de bras, pas de jambes, juste un doigt, qui ont réussi à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui, moi, je suis convaincue que si la personne est dans le bon endroit, stimulée, elle va être capable de faire des grandes choses. C'est possible, en fait, de trouver sa place avec l'entrepreneuriat. C'est ce que je comprends. Oui, exact. Leur donner leur montrer une autre possibilité, puis leur montrer aussi des modèles qui l'ont fait pour qu'elles puissent s'identifier à ces personnes-là, puis voir une alternative si elles sont découragées de se trouver de faire de la recherche d'emploi. Mais voici, je parle pas d'être entrepreneur puis d'avoir 50 employés, là. Je parle juste de s'entreprendre, de se réaliser d'une autre façon. C'est effectivement une façon de faire, surtout là, pour des personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi de façon traditionnelle parce qu'elles sont discriminées ou parce que le manque de flexibilité est difficile pour elles. Exact.
sommes de retour avec Kim Auclair. Et revenons à vous, Madame Auclair. Quel service vous proposez, vous, comme accompagnatrice? Oui, en fait, ça, comme je disais, nous on fait une recherche actuellement pour les personnes en situation de handicap, pour aider, en fait, les entreprises à mieux accompagner ces personnes-là en situation de handicap. Ça s'appelle Capapreneur. Donc, Capapreneur, c'est un peu le mouvement. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Il n'y a pas de service officiel. Pour l'instant, c'est en mode laboratoire appuyé par la recherche. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous envoient un message, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soit le jumeler avec un autre entrepreneur en situation de handicap pour qu'il puisse comme l'accompagner, être comme... mais il n'y a pas d'entente officielle ou quoi que ce soit. On est encore en structure par rapport à cette organisation-là qu'on veut créer. Merci. Suite à la recherche. Donc, ça, c'est comme appuyé par une recherche et un chercheur là-dessus. Ça s'appelle Capapreneur. Et cette année, on va sortir les résultats de cette recherche-là. Et il va avoir, ça va se définir davantage. Vous faites aussi une émission Capable, donc, où, à ce que j'en comprends, là, vous parlez avec des personnes qui sont en situation de handicap. Oui. On parle aux personnes en situation de handicap, oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte de cette émission-là? Pourquoi vous avez décidé de commencer cette émission-là? Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là? Oui. Ben moi, c'est moi-même une sourdité de sévère à profonde de naissance. J'ai pas toujours entendu et parlé comme vous m'entendez, comme je parle en ce moment, comme j'entends en ce moment. Mais c'est vraiment parce que j'ai utilisé le web très tôt dans mon parcours. Donc, le web m'a permis de connecter avec une tonne de personnes différentes puis de créer un peu mon chemin. Donc, moi-même, je me suis servi du web pour créer mes propres opportunités en affaires. Donc, pour moi, c'était un game change, si on peut dire. De faire servir du web, ça a été pour moi un outil essentiel et je le crois. En fait, j'ai pas eu vraiment d'emploi. J'ai eu des petites jobines, mais j'ai toujours été à mon compte. Donc, c'est un peu j'offre des données, des sensibilisations que j'aurais aimé moi-même avoir plus tôt, qu'on en parle pas tôt, parce que moi, je trouve que la promotion de l'entrepreneuriat inclusif, c'est une belle façon de faire encore plus de sensibilisation, mais dans l'action, puis en prenant notre place comme ça, en montant des projets, en disant qu'est-ce qu'on est capable de faire, ben j'ai l'impression que ça peut aider à la normalisation du handicap dans le milieu des affaires, mais à l'acceptation de son handicap autrement aussi. Votre but, en fait, c'est de mettre de l'avant des personnes en situation de handicap qui ont réussi et qui ont fait leur propre chemin comme vous. Oui. Et donc, en fond, je le fais au sein de Capable, qui est une émission web, capable.media, mais Capable tout seul aussi. Donc, c'est la 3e saison qui est en train de se produire actuellement. Donc, c'est initialement un projet qui avait été fait par l'Office des personnes handicapées du Québec que j'ai repris ensuite en 2025 de façon indépendante. Et là, j'en suis à ma saison 3. Donc, la saison 2, c'était l'an passé, la saison 3, c'était cette année. Alors, ça va me faire plaisir de vous inviter à découvrir la saison 2 qui est déjà en ligne, mais ça va vous permettre de voir aussi la saison 3 qui s'en vient si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut trouver ces émissions-là? C'est sur vos réseaux sociaux à votre nom, Mme Auclair? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez écrire capable.media, capapreneur. C'est pas mal l'univers l'univers de l'entrepreneuriat en situation de handicap. Avec ces deux sites-là, vous allez pouvoir être au courant des prochaines avenues. Et en terminant, selon vous, qu'est-ce que les entreprises devraient changer ou mettre de l'avant pour être plus inclusifs?
Oui. En fait, j'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que les entreprises devraient faire pour être plus inclusifs? Moi, je pense qu'il faut commencer à demander, à changer la façon de poser des questions et de dire tout de suite à une personne comment est-ce que tu aimerais que je t'aide à être à ton plein potentiel. Je sais que j'ai les compétences pour faire cette tâche-là, mais le fait que tu aies un handicap, surtout si c'est visible, mais si c'est invisible, vraiment de s'intéresser de façon délicate à comment est-ce qu'on peut l'aider à être à son meilleur potentiel, puis elle va vous communiquer ses besoins pour mieux fonctionner. Vous allez voir que les besoins sont moins coûteux de ce qu'on pense. L'important, c'est d'être à l'écoute, finalement. Exact. Être à l'écoute, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Auclair. On va aller voir sur Internet au niveau de votre suivi pour la recherche à laquelle vous participez et également pour vos capsules vidéo. Et merci pour votre travail d'inclusion. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On est maintenant avec Madame Annie-Danielle Grenier, qui est accompagnatrice, conférencière et autrice. Bonjour, Madame Grenier. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Madame Grenier, j'ai demandé à ce qu'on vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de parler de télétravail pour les personnes en situation de handicap. La presse a sorti en février 2026 un dossier par rapport au télétravail et j'avais envie qu'on en parle ensemble parce que maintenant que la COVID est terminée, on sait que les entreprises veulent retourner à un mode de travail un peu plus traditionnel. Oui, en fait, je vous arrête tout de suite. La COVID n'est malheureusement pas terminée. Ça circule encore énormément. Oui. Il y a encore des gens qui sont hospitalisés et tout ça. Donc, c'est déjà effectivement un problème que le télétravail soit moins populaire, si on peut dire. Mais oui, j'étais très contente de voir le dossier dans la presse parce que ça a envoyé un message un peu différent de ce qu'on entend beaucoup, qui justement déboulonnait certains mythes ou préjugés face au télétravail en général, alors que dans tellement de situations, ça peut être la meilleure option. Oui, vous faites bien de me reprendre sur la COVID. Par contre, comme le gros de la crise, on en parle en tout cas moins. Et puis, je sens, moi, que les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, mais les entreprises, je devrais dire, ont quand même un désir, là, c'est ça, de retourner à un travail plus traditionnel. Et vous le dites, hein, vous venez de le dire, c'est peut-être pas la solution. Non, en fait, moi, je prône toujours la flexibilité dans mes interventions comme patiente partenaire ou comme conférencière sur mon expérience parce que puis c'est la même chose dans le télétravail. Autrement dit, je suis tout à fait convaincue qu'il y a des gens qui préfèrent sincèrement être en personne, pour qui ça va mieux, puis c'est parfait pour eux. Mais inversement, il y en a qui aiment un peu des deux, puis il y en a qui préfèrent ou qui n'ont pas le choix, que ce soit à distance ou pas du tout, ce qui est d'ailleurs ma situation. Vous le dites bien, hein, ça emmène une flexibilité qu'on n'avait pas avant. Puis il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix, là, que ce soit pour des raisons de santé ou pour des raisons de distance ou pour autre chose. Et donc, est-ce que vous pensez que le fait de couper le télétravail, d'en faire de moins en moins, ça va nuire au personnel qui est déjà en place, puis ça va faire en sorte que des gens qui ne pourront plus donner une prestation de travail comme ils le faisaient en télétravail? C'est clair, surtout si on parle effectivement de personnes en situation de handicap, même si j'en connais qui sont dans cette situation-là puis qui n'ont pas de handicap. Mais pour ma part, c'est pour ça que je suis à mon compte, c'est pour ça que je travaillais déjà à distance quand je faisais de la traduction ou de la révision, parce que je
peux pas dire je vais être là, même si c'est temps partiel. Ma santé est trop imprévisible. J'ai plusieurs conditions qui sont multisystémiques, donc il y a toujours quelque chose. Ça joue pas bien les symptômes les uns avec les autres ou les conditions les unes avec les autres. Donc, souvent, si c'était en personne, je serais obligée d'annuler parce que, bon, par exemple, j'ai besoin de prendre une médication pour contrôler les symptômes, mais je peux pas conduire. Si j'ai ça, j'ai des difficultés visuelles, mais qui sont pas toujours de la même intensité, mais ça aussi, ça peut rendre les déplacements difficiles si, par exemple, c'est avec ma voiture. Physiquement aussi, j'ai eu une blessure récemment. Il fallait absolument que j'aie la jambe surélevée. C'est assez difficile de se déplacer dans ce temps-là. Je pouvais même pas aller c'est pas juste que je pouvais pas sortir de la maison, mais la gravité était mon ennemi, finalement. Donc, toutes des choses comme ça, sans compter, bon, les risques d'infection et tout, ou quand j'en avais des infections qui me mettaient sur le carreau. Donc, tout ça, c'est des choses qui faisaient que je peux pas dire, je vais être là 3 avant-midi par semaine, ou je vais être là, même des fois, juste à telle rencontre jeudi prochain, par exemple. Je peux pas le prévoir. Tandis qu'en étant en télétravail, c'est sûr qu'il y a encore des fois où je dois reporter ou ralentir certaines choses, mais en général, à la limite, je peux même faire une rencontre d'équipe alitée ou sur mon sofa inclinable, la caméra fermée, quand je peux pas être assise dans mon bureau, mais que mon cerveau fonctionne, je peux quand même le faire. Mais ce serait impossible de me déplacer dans ces situations-là. Effectivement. Et en plus, vous le disiez aussi, il y a beaucoup de mythes là, sur le télétravail et on en parlait, entre autres, dans la presse en février 2026. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces mythes-là? Oui, je dois dire que je suis chanceuse parce que je pense que les gens comprennent que je le fais à cause de ma condition de santé. Mais j'entends souvent ce genre d'expression-là que oui, c'est de la paresse ou c'est pour pouvoir travailler en pyjama. Puis le pire, c'est de dire que des fois, je suis obligée de travailler à l'été. Ça va dans un sens, dans ce sens-là, mais je pense que c'est surtout que sinon, je pourrais pas travailler du tout. On parle plus d'accommodement, mais bref, moi, en fait, la plupart des personnes que je connais, que ce soit même des gens qui font seulement du bénévolat, c'est du bénévolat et non pas rémunéré. On a tendance à faire plus que moins. J'ai eu un burn-out il y a quelques années parce que j'en faisais trop. J'en faisais les soirs, j'en faisais les fins de semaine. Donc, à un moment donné, il fallait se dire, OK, non, faut se mettre des limites, même si je suis à l'ordi à la maison. Mais c'est plutôt de dire, ça me permet, on parlait de flexibilité tantôt, c'est ça, si un avant-midi, je peux pas du tout fonctionner, je reprendrai ces heures-là plus tard dans ma semaine. Ça peut être un soir, ça peut être pendant la fin de semaine, mais c'est pas, j'essaie de garder de limiter le nombre d'heures, mais bref, ce mythe-là, que c'est une question de paresse ou de pas, ou d'être agoraphobe et d'avoir peur de voir des gens, c'est assez, je dirais même assez insultant parce que c'est loin de la réalité aussi, là. Et ça prend pas toujours en considération, vous l'avez dit, là, à quel point la vie peut être complexe là, pour certaines personnes à cause, entre autres, de limites de santé. Et pour bien d'autres raisons, là, des fois, c'est des limites, beaucoup plus des limites familiales, par exemple. Mais l'un des mythes aussi, c'est qu'on travaille moins en télétravail, on est moins performant, alors que la science montre que ce n'est pas vrai, en fait. Non, comme je disais, on parlait de flexibilité. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui travaillent moins bien. Mais c'est pas automatique, c'est pas la norme. Moi, je travaille mieux comme ça, justement. Je peux me concentrer, j'ai des difficultés cognitives, donc ça m'aide de pas avoir de mouvement autour de moi, de pouvoir mettre de la musique ou du son, bref, de pas entendre de bruit qui me déconcentre. Puis, c'est aussi, je pense que souvent, on oublie que le handicap, c'est pas seulement le fauteuil roulant. Parce que souvent, on dit, oui, mais nos lieux sont accessibles parce qu'ils ont une rampe une rampe inclinée à l'entrée. Mais ça tient pas compte des personnes comme moi, qu'en fait, mes limites, oui, le fait que je suis immunocompromise, donc le risque d'infection avec une de mes conditions, un rhume peut être mortel. Donc, c'est clair que ça entre en ligne de compte pour moi. Mais aussi, la capacité au niveau de l'énergie est limitée. Si je passe 5 heures en déplacement dans une semaine, je pourrais pas faire autant par après parce que c'est même pas que je perds le 5 heures en déplacement, c'est que ça prend beaucoup, ça crée d'autres symptômes de
de me déplacer. Ça me limite autrement, finalement. Puis, le temps, les frais, tout ça, parce que, par exemple, je peux pas me stationner loin pour économiser. Oui, donc, si je vais quelque part, il faut que je prenne le stationnement le plus proche, puis c'est soit par comète ou stationnement payant. Et encore faut-il le trouver? Oui, définitivement. Oui, je comprends. Donc, c'est plein de petites choses qu'on ne voit pas, oui, moi, c'est de tout faire à distance. Puis ça me permet ça. Ça me permet aussi, tout simplement, c'est pas limité à ma situation de santé, même si ça en tient compte, mais le télétravail me permet de collaborer à des projets de partout au Québec avec des équipes de plusieurs endroits en même temps, mais aussi même à des projets pan-canadiens, internationaux. Je pourrais pas avoir un meeting au CHUM puis à l'Université de Sherbrooke la même journée si je devais me déplacer pour chacun, même si c'était pas de mes capacités, ce serait juste too much, tandis que là, ça me permet de participer à beaucoup, beaucoup plus de projets comme ça. Vous dites quelque chose qui est intéressant. En fait, évidemment, on parle de l'axe handicap parce que c'est le but de notre émission aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui... la flexibilité, c'est bon pour tout le monde, finalement. Et ça permet à tout le monde d'être sur différents projets en même temps et de faire plus de choses lorsqu'on peut le faire à distance plutôt que d'avoir à se déplacer. Et vous l'avez dit, en plus, pour tout le monde, le déplacement, c'est énergivore. Ça prend de l'énergie. Oui, c'est clair. Puis en fait, je réalise que c'est pas juste la possibilité de collaborer, mais on parlait des mythes tantôt. Le mythe que c'est toujours mieux en personne ou qu'on ne développe pas de connexion avec nos collègues à distance. Je pense que c'est un très bon exemple. Il y a justement quelqu'un récemment qui m'a dit que c'était comme l'exemple parfait de ça parce que je travaille avec de nombreuses équipes, avec des personnes de plusieurs établissements, puis je viens de lancer un projet de recherche avec des gens justement de plusieurs projets. Donc, je participe à créer des nouvelles connexions avec des gens que j'ai jamais vus en personne. Donc, c'est pas vrai que c'est impossible de créer des liens ou d'établir des relations de confiance ou de bien collaborer sur des projets en étant à distance. Je pense que la connexion est possible, mais que la connexion se fait autrement. Entre autres, à l'aide des nouvelles technologies, maintenant, on a des visioconférences. Et donc, je pense qu'il faut repenser notre façon de travailler pour établir des connexions, mais d'une autre façon. Tout à fait d'accord. Puis c'est sûr que si on essaye de comparer, mais en personne aussi, il y a des désavantages. Oui, tout à fait. Donc c'est d'arrêter d'essayer de vouloir faire pareil, mais en ligne. C'est de s'adapter puis d'utiliser les outils pour aller dans les meilleurs éléments de chacun, en fait. Et on oublie souvent, parce que je pense que l'un des mythes les plus présents, c'est de dire que quand on est en télétravail, on perd notre temps. Parce qu'on est tout seul à la maison et on n'est pas surveillé. Mais on oublie souvent que les conversations sur le bord de la machine à café, ça peut être très long aussi quand on est en présentiel. Donc, quelqu'un qui n'est pas concentré ne sera pas plus concentré au travail, il va aller perdre son temps avec des collègues, va aller jaser avec des collègues. Ce qui est normal d'ailleurs parce qu'on a tous besoin de décrocher un peu puis de reprendre notre souffle. Mais en tous les cas, je pense que les conditions sont semblables. C'est-à-dire on sera pas performant à 100% ni en télétravail ni en présentiel parce qu'on a besoin du cerveau aussi de se relaxer. Mais en tous les cas, je pense que c'est possible d'avoir un télétravail qui fonctionne. Oui, tout à fait. Puis c'est un excellent point que en personne non plus, on n'est jamais à 100% du temps. C'est juste, je pense pas que c'est possible pour la majorité des gens. Donc, c'est beaucoup plus une question de la personnalité, je pense, et de reconnaître ses limites. Puis je pense pas que c'est le mode qui fait le problème quand il y en a un. Est-ce qu'il faut revoir aussi notre façon de percevoir le travail comme étant une idée de performance à tout prix? Est-ce que ça, c'est dépassé comme idée? Je suis pas sûre dans quel sens vous posez la question. Dans le sens où peut-être de revoir le travail comme étant une question de performance puis de juger les gens en fonction de leur performance en termes de quantité de travail.
C'est dur à dire. Je pense que ça dépend beaucoup. C'est quoi ce qu'on fait. Je trouve normal de juger. Si je dis que je vais faire une tâche, de la faire correctement et de la faire au complet, à moins d'imprévus, bien sûr. Mais je pense pas qu'on devrait, par exemple, les gens qui ont besoin de puncher en bon français, je pense pas qu'ils sont nécessairement plus performants. Justement, je pense que c'est plus avantageux de regarder, par exemple, à la fin que ce soit de la journée, de la semaine ou du trimestre, peu importe le type de travail, de voir si ce qui a à être fait a été fait. Est-ce qu'il y a eu plus même qui a été fait ou est-ce qu'il en manque, puis pourquoi? C'est plus important que de dire, j'étais assise à mon bureau de telle heure à telle heure, parce que c'est pas nécessairement mieux fait comme travail. Est-ce qu'on est dans une société qui valorise trop la performance? Performance en général, j'ai le goût de dire oui. Qui valorise beaucoup le travail rémunéré aussi. J'ai la chance d'en faire maintenant. Je suis très contente de pouvoir le faire, mais j'ai été de nombreuses années sans pouvoir du tout travailler. Je faisais un peu de bénévolat ici et là. Je l'ai fait surtout en sensibilisation aux maladies rares, mais j'en ai fait d'autres bénévolats. Puis c'était comme, je faisais rien dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question qu'on pose, puis on sous-entend comme travail rémunéré, non pas. Donc, si on pense aux parents à la maison, qui s'occupent des enfants, plein d'autres choses comme ça qui sont pas valorisées malheureusement, mais qui sont tout aussi importantes. Et c'est encore très visé très orienté envers les femmes. J'ai l'impression bien que ça commence à changer, évidemment, parce qu'il y a des hommes qui sont à la maison et tout ça, mais reste qu'il y a encore une espèce d'idée comme quoi les femmes font plus de travail non rémunéré et donc participent moins à la société. Oui, c'est effectivement un problème. Puis ironiquement, les proches aidants sont aussi dans une situation problématique. Mon conjoint et mon proche aidant, il y a de la difficulté présentement à trouver un emploi parce qu'il y a besoin que ce soit en télétravail. Il ne peut pas dire je vais être là 2 jours par semaine au bureau parce que moi, j'ai besoin qu'il soit ici, même si je peux travailler beaucoup plus, mais c'est justement sa présence qui fait que je peux travailler plus moi aussi. Puis c'est pas que il prend des heures pour s'occuper de moi chaque jour. Je suis quand même stable présentement, mais même si je peux pas bouger puis j'ai besoin d'aide, ça va être pour aller aux toilettes quelques fois dans la journée ou pour m'apporter des choses. On parle même pas d'un 10 minutes total, donc probablement moins que les discussions au bord de la machine à café, comme on disait. C'est surtout qu'il faut qu'il soit là au cas où. C'est beaucoup ça dans ma situation. Évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde, mais quand mon conjoint travaillait à l'extérieur, j'avais besoin d'aide à domicile qui était très difficile à trouver et malgré tout, c'était quand même limiter le nombre d'heures, donc je pouvais pas travailler autant que ce que je peux faire maintenant. Donc, donc là, c'est souvent les femmes qui ont le rôle de proche aidante. J'ai la chance que ce soit mon conjoint, mais on fait face encore une fois à ce problème-là que le fait qu'il se soit presque nécessaire d'être en personne, au moins à temps partiel, ça bloque beaucoup. Puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Non, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, que ce soit, comme vous le dites, là, pour une situation de handicap ou pour une situation familiale ou pour toutes sortes d'autres situations, ne serait-ce que parce que l'emploi est loin de la maison, là. Oui, effectivement. C'est tous des trucs qu'on oublie, puis sans aller dans le politique, j'ai justement dans le dossier de la presse qui mentionnait que c'était beaucoup les sociétés de commerçants qui ont besoin de revitaliser les centres-villes, mais j'oublie quel chroniqueur disait ou une personne experte qui était interviewée puis qui disait que c'était pas nécessairement la responsabilité des travailleurs de revitaliser un centre-ville. Puis effectivement, en fait, justement, si les finances sont difficiles, je pense pas qu'on va aller se payer du restaurant sur l'heure du lunch si on est obligé d'aller au bureau. Là. Oui, de toute façon, j'ai aussi, moi, entendu parler quelqu'un qui disait, tu sais, télétravail, ça permet aux gens de sortir, faire leur commission et de consommer dans les commerces à toutes les heures du jour et
à toutes les heures du jour. Donc, ça permet aussi une commercialisation qui serait pas possible si les personnes étaient enfermées dans leur bureau. Donc, encore une fois, vous le dites, il y a des pour et des contre. En tous les cas, il y a toujours des solutions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Grenier. Vous êtes accompagnatrice, conférencière et autrice. On va suivre le dossier de près et de votre côté, pour avoir un peu plus d'idées sur vos projets. J'imagine que vous avez un site web. J'en ai deux. J'ai maviedezèbre.com pour de la sensibilisation aux maladies rares et adgrenier.com pour mon travail de patiente, partenaire, conférencière et autrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Nous sommes de retour à l'émission Sans détour pour la revue de presse. On commence par parler des Jeux paralympiques 2026, des Jeux d'hiver qui ont lieu en cette année 2026. Je vais vous parler donc de catégories de classe et de handicap. C'est peut-être quelque chose qu'on comprend mal lorsqu'on parle des Jeux paralympiques. Pour garantir l'équité des épreuves, les sportifs sont classés en fonction du degré de leur handicap, étant donné évidemment qu'il y a différents types d'handicap et que les handicaps peuvent oui ou non jouer jusqu'à un certain point sur la performance de l'athlète. Jusqu'en 2002, au jeu de Salt Lake City, il existait une épreuve par classe et par discipline. Donc, les classes sont les types d'handicap et leur degré. Donc, il y a plusieurs classes par discipline. Donc, il y avait énormément de classes, énormément de classes différentes à chaque discipline. Donc, ça faisait beaucoup d'épreuves. Et finalement, après 2002, on a décidé donc de regrouper plusieurs classes au moins au sein d'une même épreuve dans le but de dynamiser les compétitions et de les rendre plus attractives et d'avoir plus d'athlètes donc qui compétitionnent les uns contre les autres. Ce que ça fait tout ça, c'est qu'en fait, les athlètes vont être placés, dans différentes catégories en fonction de la gravité de leur handicap et de l'impact que ça a sur leur performance. Par exemple, pour le paraski alpin et le paraski nordique,
On a 3 grandes catégories, debout, assis et déficient visuel. Et dans chacune des catégories, on a donc différents degrés de handicap. Par exemple, pour chaque skieur, on se voit attribuer donc un pourcentage défini en amont des jeux, donc avant les jeux, en fonction de l'ampleur de son handicap et de sa catégorie. Ces pourcentages qui correspondent aux classes vont voir le temps réel de la personne modifié par rapport à son passage. Par exemple, quelqu'un qui a un handicap assez infime, qui a peu d'impact sur son score, son chrono va être ramené à 97% de son chrono réel. Quelqu'un qui a un handicap plus sévère, son chrono va être ramené à 81% de son temps réel. Donc, il va avoir fait moins de temps au final que son temps réel parce qu'on lui enlève du temps étant donné qu'on compense son handicap physique. C'est comme ça que ça fonctionne dans les sports où il y a des catégories. Il y a aussi des sports où il n'y a pas de catégorie. Par exemple, lorsqu'on parle de hockey, de para-hockey, donc de hockey sur glace ou de curling, par définition, les gens sont assis dans un fauteuil roulant, donc tous les gens sont assis en fauteuil, et donc il n'y a pas de classe à ce moment-là, il n'y a pas non plus de temps qui va être revu à la baisse pour ces gens-là. Tout le monde est égal à ce moment-là. Il va y avoir donc seulement une équipe et tout le monde va être considéré de façon égale dans ces équipes-là, étant donné que tout le monde est assis en fauteuil roulant. Maintenant, on va aller parler d'handicap et de cancer. C'est une étude qui est sortie en France qui nous dit qu'au final, les personnes qui sont en situation de handicap se font moins dépister que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Pourquoi? Entre autres, à cause de l'accessibilité limitée des structures de santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap, mais aussi parce que l'information est inadaptée. Donc, des personnes qui ont des handicaps intellectuels ou des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, ou qui auraient besoin d'une information plus courte, et plus précise et mieux expliquée, mais des fois, elles ne se retrouvent pas dans les dépliants conventionnels et elles sont incapables de trouver l'information. Ce qui fait qu'au final, il y a seulement 31% en 2018-2019 en France des femmes en situation de handicap qui ont été dépistées pour les cancers les plus récents, pas les plus récents, pardon, mais les plus courants, contre 52% de la population générale. Ce qui fait qu'en France, on a décidé de mettre de l'avant un plan d'action pour diminuer les obstacles au dépistage des cancers les plus fréquents, parce que c'est évidemment un problème et à long terme, ça coûte des vies, hein? Ça coûte évidemment là financièrement ça coûte cher à l'État, mais au-delà de ça, bien sûr, ça coûte des vies. Des gens qui auraient dû être dépistés, qui n'ont pas été dépistés parce qu'on n'a pas pu leur ramener l'information ou leur rendre les lieux accessibles. Donc en France, c'est maintenant quelque chose qu'on essaie de faire. C'est dans les plans là, pour l'année 2026 de rendre plus accessible il y a dépistage pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, je parle de la France, mais on en a souvent parlé à cette émission. On a un peu les mêmes problèmes au Québec pour les personnes en situation de handicap. Des cliniques qui sont mal adaptées, du manque d'informations qui répondent aux besoins des personnes en situation de handicap, des problèmes aussi au niveau du bon dépistage, au niveau du bon service pour les personnes en situation de handicap qui décident finalement de ne plus aller à des consultations médicales parce qu'elles se sentent mal comprises ou mal accueillies par rapport à leur situation de handicap. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir ici aussi au Québec. Et donc, ce sera à suivre. Il faudrait également au Québec qu'on ait des ajustements là pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Donc, c'était tout pour la revue de presse de Sans détour. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde.